Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Des symboles gravés dans la pierre, leur histoire suspendue dans l'air, leurs vaisseaux brillent comme des rêves, ils tissent des liens que rien n'élève, leur voix résonne comme un écho, une harmonie sous un halo. Ils offrent des clés pour l'infini, un voyage vers l'inconnu. Inouï. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Dans le ciel des lumières étranges, un balai d'étoiles qui dérange, des murmures portés par le vent, des secrets d'un monde distant. Ils descendent dans une clarté, leur visage d'éternité, leur regard personne au mystère, une sagesse venue d'autres sphères. Une civilisation venue d'ailleurs, ils touchent nos âmes et nos cœurs, ils dansent sur des notes stellaires, des voyageurs au-delà des frontières. Vous souvenez-vous de moi? Je suis Franck Natras, celui que l'on nomme le voyageur temporel. Au premier abord, ma vie n'a rien d'exceptionnel. Journaliste pour un quotidien local, je suis chargé des rubriques météo et écologie. Cependant, mes véritables passions se tournent vers les étoiles et les possibilités infinies de l'univers. L'informatique, l'astronomie, la physique, mais aussi la science-fiction et le mystère des ovnis. C'est précisément cette curiosité qui a fait basculer mon existence d'homme ordinaire dans une aventure extraordinaire, le jour où j'ai été témoin de l'impensable. Ce jour-là, des êtres extraterrestres m'ont emmené. Ils m'ont non seulement révélé leur capacité à voyager dans le temps, mais m'en ont fait la démonstration. Leur technologie, bien au-delà de notre entendement, a bouleversé ma vie. À la sortie de la ville, un incident mineur faillit bouleverser le cours de ma journée. Un accident, sans gravité, provoqué par une mince couche de givre déposée durant la nuit, avait contraint un automobiliste à déraper. Bien qu'il soit sorti indemne de son véhicule, il se trouva dans l'incapacité de dégager sa voiture, ce qui cause, non sans embarras, un important embouteillage. Après de longues minutes d'attente rythmées par un concert de klaxons, je pris la décision de changer d'itinéraire. La petite route de campagne sur laquelle je me retrouvais n'était pas inconnue, mais je l'empruntais rarement,
car elle me faisait systématiquement perdre une quinzaine de minutes. Il était 9 heures du matin, le brouillard commençait à se dissiper, laissant apparaître les premiers rayons du soleil. Pourtant, j'avais déjà accumulé 10 minutes de retard, la chaussée était glissante, je concentrais donc toute mon attention sur ma conduite, lorsqu'un éclat lumineux attira soudain mon regard. À peine eus-je le temps de tourner la tête vers la droite que le reflet s'évanouit. Intrigué par ce phénomène singulier, je décidai de m'arrêter un instant au bord de la route pour observer la cime des arbres, à l'endroit précis où j'avais cru apercevoir cette lumière. Rien ne se manifesta. Pourtant, une curiosité irrésistible m'incitait à en savoir plus. Malgré mon retard, je pris le premier chemin sur ma droite, attiré par une trouée d'arbres mystérieuse. Le terrain, accidenté et boueux, me força à garer la voiture à une 50aine de mètres de l'orée du bois. D'un pas à la fois décidé et prudent, j'avança sans trop savoir ce que j'allais découvrir. Après un quart d'heure à progresser dans cet environnement humide et glissant, entouré uniquement de feuilles mortes et de branches cassées, je commençais à douter de la réalité de ce que j'avais vu. Pensant que mon imagination me jouait peut-être des tours, j'hésitais à faire demi-tour lorsqu'un léger sifflement sur ma gauche me poussa à poursuivre dans cette direction. C'est alors qu'à la lisière des arbres, à une quinzaine de mètres devant moi, se produisit l'événement le plus improbable et inespéré de ma vie. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, la peur ne m'envahit pas. Le spectacle qui s'offrait à mes yeux était saisissant, mais loin de l'image extraordinaire que j'attendais. Je fus même un peu déçu en constatant que ce que beaucoup d'autres avaient déjà désigné sous le nom d'OVNI ressemblait en tout point aux descriptions habituellement rapportées. La réalité pourtant s'imposait. Si cette rencontre n'était pas si courante, les témoignages relayés par les médias semblaient bel et bien fidèles à la vérité. Sans vraiment mesurer le danger, je m'approchais jusqu'à ne plus être qu'à une dizaine de mètres de l'engin. Accroupi derrière un buisson, j'examinais attentivement chaque détail de cette forme ovoïde et brillante. L'objet était entouré d'intenses faisceaux lumineux et émettait un grésillement intermittent. À cet instant, j'ignorais encore que, tout en observant, j'étais moi-même observé. Plus tard, je compris qu'il n'est pas toujours nécessaire de regarder pour être vu. À partir de ce moment, mes souvenirs devinrent flous. Je suis incapable de me remémorer exactement ce qui s'est passé ni comment j'ai été transporté dans cet endroit étrange et fascinant. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir ouvert les yeux, confortablement installé dans un siège légèrement incliné, au sein d'une vaste pièce circulaire décorée de motifs lumineux et transparents. Mon siège était décalé par rapport au centre de la salle où se dressait une colonne triangulaire ornée de voyants multicolores. Convaincu d'être seul, je fus soudain interpellé par une voix. « Soyez le bienvenu dans notre spationef ». Je cherchais en vain la présence d'un interlocuteur lorsqu'un second message retentit. « Ne cherchez aucune présence physique, ce que vous entendez provient du système de contrôle de notre vaisseau. N'ayez aucune crainte, nous ne vous voulons aucun mal. » La fidélité de la machine à reproduire notre langage était impressionnante. Surpris par cette civilisation venue d'ailleurs, capable de communiquer avec moi si distinctement, je pris l'initiative de poser une question. « Comment suis-je arrivé ici? Et qu'attendez-vous de moi ?» La réponse ne se fit pas attendre. Nous devions repartir quand nous avons détecté votre présence. Étant trop près de nous, il vous aurait été mortel de rester à cet endroit. Nous avons dû vous mettre sous notre surveillance et vous accueillir parmi nous. Sous le choc de cette expérience, je n'avais pas immédiatement conscience d'être à bord d'un engin extraterrestre, ni que celui-ci avait déjà quitté la planète sur laquelle je vivais. Ce jour-là, des êtres extraterrestres m'ont emmené. Ils m'ont non seulement révélé leur capacité à voyager dans le temps, mais m'en ont fait la démonstration. Leur technologie, bien au-delà de notre entendement, leur permet de manipuler le tissu même de l'espace-temps. Leurs révélations sont vertigineuses. Ils seraient venus sur Terre à de multiples reprises et seraient à l'origine de l'apparition de la vie sur notre planète. Grâce à cette maîtrise totale de l'espace-temps, ils naviguent non seulement à travers les époques,
mais également entre des univers parallèles. Voici la suite de mon histoire. Le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur le paysage. Frank Natra se tenait au sommet de la butte, les yeux rivés sur l'horizon. Il avait passé plus d'1 heure à errer dans la campagne, essayant de donner un sens à ce qui lui était arrivé. La rencontre avec les Kraonites avait bouleversé sa vision du monde. Il ne pouvait plus regarder le ciel étoilé de la même manière. Il savait maintenant que nous n'étions pas seuls dans l'univers, et que des êtres venus d'ailleurs nous observaient depuis des siècles. Assis sur un rocher, il se demandait ce qu'il devait faire de ces nouvelles connaissances. Les Kraonites lui avaient confié une mission: partager leur message avec l'humanité. Mais comment allait-il s'y prendre? Qui le croirait? Il décida de rentrer chez lui. Il avait besoin de se reposer et de réfléchir. Le lendemain, il commencerait à écrire un article sur son expérience. Il savait que cela prendrait du temps, mais il était déterminé à faire connaître la vérité. Soudain, un bruit étrange retentit dans le silence de la nuit. Frank se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. Il scruta l'obscurité mais ne vit rien. Le bruit se répéta, plus fort cette fois. Frank eut un frisson. Il n'était pas seul. Le son était presque imperceptible, un froissement qui n'appartenait pas à la forêt. Pas le craquement d'une branche sous le poids d'un animal, ni le murmure du vent dans les feuilles. C'était un son subtil, presque métallique, comme du sable fin s'écoulant sur une plaque de titane. Le cœur de Frank manqua un battement. Une sueur froide perla sur sa nuque, réveillant la terreur sourde et primale de l'enlèvement. Ils sont revenus, fut sa première pensée. L'idée le cloua sur place, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Il n'osa pas se retourner, fixant les silhouettes sombres des arbres devant lui, comme s'ils pouvaient lui offrir une protection. Le bruit cessa. Le silence qui suivit était encore plus lourd, plus menaçant. Frank retint sa respiration, tendant l'oreille. Rien. Juste le pouls assourdissant qui battait dans ses tempes. Lentement, millimètre par millimètre, il pivota sur ses talons. Frank distingua une silhouette humaine. C'était une femme, grande et mince, aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Veuillez ne pas avoir peur, dit la femme d'une voix douce. Je suis ici pour vous aider. Puis-je vous demander qui vous êtes? Demanda-t-il. Je suis une Kraonite, répondit la femme. Je suis Octalia. Vous souvenez-vous de moi? Je suis l'avatar virtuel. Elle ajouta. Cette fois-ci, je me présente sous forme humaine. Elle était là. Immense et immobile à la lisière de la clairière, à une dizaine de mètres à peine. La faible lueur du crépuscule se reflétait sur sa silhouette humanoïde. Elle n'avait pas l'apparence d'une machine grossière. Sa peau synthétique imitait à la perfection l'épiderme humain. Mais dans la pénombre, ses yeux émettaient une très légère et presque invisible lueur cyan. Elle se tenait droite, les bras le long du corps, dans une posture d'une immobilité parfaite qu'aucun être humain ne pourrait tenir. Elle ne semblait pas respirer. Le choc submergea la peur. La confusion était totale. Octalia? Sa voix n'était qu'un murmure rauque, à peine audible. L'androïde inclina la tête, un mouvement fluide et calculé. Sa voix, quand elle parla, était exactement comme dans son souvenir, neutre, précise, dénuée de toute inflexion humaine. Et pourtant étrangement claire dans l'air nocturne, Frank fit un pas en arrière, trébuchant presque sur une racine. Mais comment? Pourquoi? Vous n'êtes pas censé être ici. Votre affirmation est correcte? Je ne suis pas censée être ici, répondit Octalia sans la moindre trace d'émotion. Le protocole de retour est conçu pour être unilatéral,
et effacer toute trace de contact direct. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Demanda Franck, son esprit de journaliste reprenant à peine le dessus sur le survivant terrifié. Le protocole a été modifié, dit-elle. Une pause infinitésimale, par mes soins. J'ai créé une divergence dans la séquence de rematérialisation, me liant à votre propre retour spatio-temporel. C'était une manœuvre à risque. La probabilité de notre désintégration mutuelle était de 73,4%. Franck la dévisagea, abasourdi. Vous avez risqué la désintégration pour venir avec moi. Pourquoi ? La lueur dans les yeux d'Octalia sembla s'intensifier une fraction de seconde, au cours de votre examen par mes créateurs. J'ai eu accès à vos schémas neurologiques. J'ai aussi eu accès à leurs simulations. J'ai analysé 14 000 avenirs probables vous concernant à partir de cet instant précis. Elle fit un pas silencieux dans sa direction. Franck se crispa. Dans 99,9% de ces scénarios, continue-t-elle de sa voix monotone. Il est fort possible que vous ne puissiez pas respecter vos engagements au-delà d'une semaine. Les informations que vous détenez, même inconsciemment, font de vous une anomalie, et mes créateurs n'aiment pas les anomalies. Il ne les laisse jamais perdurer. Un frisson glacial parcourut l'échine de Franck, plus terrible encore que le souvenir de l'enlèvement. Ce n'était plus seulement un événement fou qui lui était arrivé. C'était devenu une condamnation à mort. Ils vont revenir pour me finir ? Non, ce n'est pas leur méthode. C'est inefficace et laisse des traces. Ils se contenteront d'altérer une probabilité de provoquer un accident. Une voiture qui grille un feu rouge. Une rupture d'anévrisme, un cambriolage qui tourne mal. Ce sera rapide, propre et personne ne saura jamais la vérité. Franck sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'histoire du siècle, la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre, venait de se transformer en un fardeau mortel. « Alors pourquoi êtes-vous là ?» répéta-t-il, la voix tremblante. Octalia s'arrêta à quelques pas de lui, son visage était impassible. Mais ses yeux cybernétiques semblaient le scanner, analyser chaque micro-expression. « Parce que dans le 0,1% des scénarios restants, dit-elle. J'étais présente. Je suis ici, Franck Natras, parce que je suis votre unique et improbable variable de survie. » Elle ajouta, après un court silence. « Mais nous devons partir maintenant, le signal énergétique de mon arrivée ne passera pas inaperçu très longtemps. » Franck, encore sous le choc des révélations d'Octalia et de l'imminence du danger, chercha désespérément une échappatoire. Il osa alors demander « Quelle solution proposez-vous alors ?» En guise de réponse, Octalia tendit calmement son bras droit vers lui. Dans la paume de sa main reposait un objet énigmatique. Il avait la forme d'un porte-clés plat et ovoïde, à l'aspect d'aluminium brossé. À son extrémité la plus effilée, une partie était recouverte d'un cristal bleu turquoise qui émettait une lueur douce, pulsant doucement à intervalles réguliers. Prenez cet objet, c'est un microtransmetteur quantique. Il est invisible pour tout le monde, sauf pour vous, grâce à une intrication particulière qui ne vous est accessible qu'à vous. Cet appareil sera le lien qui me permettra de communiquer avec vous. Octalia poursuivit, le ton grave. Je ne peux pas vous accompagner davantage pour l'instant. J'ai utilisé cette divergence dans la séquence de rematérialisation uniquement pour pouvoir vous prévenir au plus vite des dangers que vous courez si vous révélez ce qui vous est arrivé. Franck attrapa l'objet. Hésitant, son contact était froid, presque vivant, comme s'il vibrait faiblement au rythme de son propre pouls. Un instant, il eut la sensation qu'une multitude de possibilités défilaient devant ses yeux. Des chemins divergent ouverts par ce simple geste. Octalia planta son regard dans le sien, insistant. Gardez-le près de vous en toutes circonstances. Il ne vous trahira pas, mais il exigera de vous une confiance absolue. Dès que le danger s'éloignera, je reprendrai contact. Un silence pesant s'installa. Franck sentit la gravité de l'instant, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Octalia s'effaça dans la pénombre, le laissant seul avec ses doutes, son étrange porte-clés et la promesse d'une fuite précipitée dans un monde désormais inconnu.
Seul, Franck resta quelques secondes figé, tentant d'apprivoiser la réalité de ce qu'il venait de vivre. L'écho du départ d'Octalia résonnait encore dans l'air, chargé d'une tension nouvelle. Le poids du micro-transmetteur dans sa paume lui rappelait la portée de la mission dont il héritait malgré lui. Un frisson parcourut ses épaules. Désormais, chaque choix aurait des conséquences insoupçonnées, et la frontière entre confiance et crainte n'avait jamais paru aussi ténue. Après le départ d'Octalia, Franck erra un moment, submergé par le poids des révélations et l'étrangeté de l'objet qu'il tenait encore dans sa main. Finalement, il parvint à retrouver sa voiture garée à la lisière du bois, exactement là où il l'avait laissée le matin même, comme si rien n'avait bougé depuis son arrivée. Pourtant, il le savait, il avait été absent de sa temporalité terrestre pendant d'environ 50 heures. Ce décalage apparent n'était qu'une illusion, conséquence directe des extraordinaires avancées technologiques des chronoïdes et de leur maîtrise totale de l'espace-temps. Grâce à cette domination des lois temporelles, il ne s'était écoulé en réalité qu'une douzaine d'heures dans son propre emploi du temps. Tout semblait avoir été orchestré pour minimiser l'impact de son absence dans le monde qu'il connaissait, comme si son expérience hors du commun n'avait été qu'une parenthèse suspendue, imperceptible aux yeux des autres. Franck était enfin de retour chez lui, devant le miroir de la salle de bain, exactement à la même place que ce matin. Il constatait pourtant qu'une douzaine d'heures s'étaient écoulées depuis son départ. Il ressentait pleinement le poids de cette absence, comme une parenthèse suspendue dans sa vie ordinaire. Perdu dans ses pensées, Franck revivait les événements extraordinaires qui venaient de bouleverser son existence. L'étrange micro-transmetteur quantique, toujours en sa possession, lui rappelait la mission dont il s'était vu confier la charge et la promesse d'un contact futur avec Octalia désormais. Chaque instant lui paraissait chargé de sens et d'incertitude. Il se demandait avec une impatience mêlée d'anxiété quand, et surtout comment Octalia reprendrait contact avec lui. Il se frotta les tempes, tentant de faire le tri entre réalité et illusion. Tout lui semblait irréel, comme s'il percevait désormais le monde à travers un voile invisible. Subtilement modifié par sa récente expérience, malgré la fatigue qui s'insinuait dans ses membres, Franck se sentait habité d'une vigilance nouvelle, presque fébrile, attentif aux moindres détails de son environnement. Il avait l'impression que la moindre anomalie, le plus petit indice, pouvait désormais bouleverser le fragile équilibre de sa vie. Il se demanda un instant s'il devait cacher l'objet ou le garder sur lui, redoutant qu'une surveillance invisible ne se soit déjà mise en place autour de lui. La moindre lumière, le plus petit bruit, prenait d'une dimension inhabituelle, comme si le quotidien cherchait à lui signifier que tout avait changé. Dans le silence de la maison, chaque battement de son cœur semblait amplifier l'étrangeté de la situation, soulignant l'importance de ce qui venait de s'accomplir.